BFM Business, BFM Crypto, les pros. Les pros des cryptos, pendant un peu plus de 25 minutes avec nos 3 invités, dont 2 en studio. Claire Balva, bonjour. Bonjour Étienne. Je rappelle que vous êtes consultante indépendante crypto et Web3. On a également le plaisir d'accueillir Thibaut Boutroux, chef des opérations de Meria. Bonjour. Oui, Meria, hein, c'est bien ça. C'est bien ça. J'ai compris que c'est bien ça, Meria. Et puis on a également le plaisir de rejoindre depuis Interactive Trading Xavier Fenot qui nous accompagne. Bonjour Xavier. Bonjour Étienne. Merci de nous accompagner. Bon, il y a un petit instant, là, on faisait un point sur les indices boursiers, mais c'est également intéressant de regarder ce qui se passe sur les crypto-monnaies, sachant que je disais qu'on avait un début en fanfare pour les indices en bourse, mais alors que dire quand même du Bitcoin, hein, qui a connu un parcours gigantesque. Bon, on ne sait pas comment dire, parce que quand on regarde le graphe, c'est quand même très impressionnant, qui est passé de 20 000 $ il y a 3 semaines à un peu moins de 30 000 aujourd'hui. Oui, c'est vrai que aujourd'hui, il y a beaucoup de voyants qui sont ouverts. Alors, pas tous concernant le marché crypto, mais c'est vrai qu'on a déjà l'apaisement autour du secteur bancaire, ce qui favorise donc la remontée des actifs risqués et des marchés traditionnels, détente du dollar américain, détente sur les anticipations de resserrement monétaire des banques centrales, plus particulièrement d'ailleurs celle de la Fed. D'ailleurs, la réaction positive qu'on a aujourd'hui sur le marché des crypto-monnaies, alors c'est lié aux chiffres d'inflation qu'on a eu aux États-Unis et en zone euro, vous en avez parlé tout à l'heure, qui sont ressortis sous les attentes, donc meilleurs que prévu. Et c'est vrai que le Bitcoin, vous l'avez dit, avait fait un contre-pied positif et monumental avec le début de la crise bancaire et de la faillite de SVB. Et ça tient la route pour le moment. Alors, le premier voyant vert, c'est déjà la réintégration des 21 400 $. Le second, c'était le passage au-dessus des 25 000 $ pour le Bitcoin. Et maintenant, justement, tant qu'il tiendra cette zone des 25 000 $, pour ceux qui font un peu d'analyse technique, c'est le point de passage d'un point de repère qu'on appelle une moyenne mobile à 50 jours. C'est aussi 25 000 $, ce sont aussi les plus hauts du mois de février. Tant qu'on tient cette zone, il n'y aura pas d'alerte baissière majeure. Alors, le deuxième voyant vert, quand on oscille comme ça finalement depuis 2 semaines, parce que le Bitcoin finalement oscille depuis 2 semaines autour de cette zone des 28 000 $, ça donne ce qu'on appelle une phase de latéralisation horizontale. Et techniquement, on a plus de chances de sortir dans le sens de la tendance précédente, donc par le haut, que l'inverse. Et enfin, il y a moins de volatilité ces derniers jours, ce qui traduit quand même un certain apaisement général. Donc oui, il y a beaucoup de voyants qui sont ouverts, mais c'est là que ça bloque, c'est 28 500 $, les plus bas du mois de mai 2022, avant que le Bitcoin ne s'écroule. 28 500 $, ce sont aussi les plus bas de l'été 2021, avant que le Bitcoin fasse des nouveaux records historiques. C'est une zone de prix en fait dont le marché se souvient. Le principe même justement de l'analyse technique, c'est de partir du constat que les cours ont une mémoire. Et aujourd'hui, on attend un catalyseur positif. Jusque-là, c'était compliqué de trouver un carburant pour remettre une jambe de hausse. Ça viendra peut-être justement de ces chiffres d'inflation qu'on a eu aux États-Unis tout à l'heure. Alors pour le Bitcoin, oui, tout va bien à court terme pour le moment, mais Bitcoin aujourd'hui se sent quand même bien seul dans cette phase de reprise. Et le Bitcoin qui gagne un peu plus d'1%, qui repasse la barre des 28 432 $ et qui va donc signer un trimestre exceptionnel avec une performance de plus de 70% depuis le début de l'année. Merci beaucoup Xavier Fenot de nous avoir accompagnés depuis Interactive Trading. On est toujours avec nos 2 invités en studio, Claire Balva, consultante indépendante crypto et Web3, et puis Thibaut Boutroux, chef des opérations de Meria. Thibaut, commençons par l'une des actualités de ces derniers jours, c'est la CFTC. En gros, c'est le gendarme américain chargé de réguler les produits financiers qui a attaqué la plateforme Binance. Et on a son patron, le patron bien souvent renommé CZ, c'est ça, qui a répondu suite à ces accusations. Oui, c'est ça. Donc la CFTC qui a déposé une plainte à l'encontre de Binance et de son fondateur CZ. Alors il y a plusieurs motifs qui constituent cette plainte. On a par exemple le fait qu'on reproche à Binance d'avoir continué à servir des clients américains sur des produits auxquels ils étaient normalement plus éligibles, et pire, de les avoir aidés à utiliser ces services en leur donnant un petit peu les combines pour contourner le régulateur. Mais c'est pas tout, il y a plein d'autres aspects dans cette plainte. Binance aurait utilisé sa plateforme pour générer du profit pour son propre compte sans respecter les dispositifs de délit d'initié. On a aussi une accusation sur la fabrication de faux documents dans le cadre du partenariat avec Paxos, la société qui émettait leur stablecoin. Donc ça fait beaucoup de lignes. Pour l'instant, on met tout ça au conditionnel, puisque ce ne sont que des accusations. CZ s'est défendu publiquement au nom de Binance en disant qu'il était surpris de voir toutes ces accusations et qu'il était même déçu dans le cadre où il faisait beaucoup d'efforts pour travailler avec le régulateur et les autorités depuis de longs mois sur de nombreuses affaires.
Donc ça, c'est ce qui se passe aux États-Unis. On peut dire qu'il y a un vide juridique ou pas par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui sur Binance, Claire Balva? Alors ça dépend où on se place. Évidemment, chaque zone monétaire va réguler les crypto-monnaies différemment. Mais ce que je trouve intéressant, moi, c'est de voir la manière dont réagissent aussi les différentes entreprises aux États-Unis suite à toute cette incertitude juridique. Et ce qu'on voit, c'est aujourd'hui beaucoup de textes alarmistes en fait des entreprises, notamment des plateformes d'échange, qui s'inquiètent à la fois de cette incertitude juridique qui est très inconfortable pour elles, mais aussi des différentes attaques des régulateurs. On parle de la SEC et de la CFTC. Et finalement, c'est une dynamique assez classique quand le régulateur attaque, de voir les entreprises se défendre en disant attention, si la réglementation devient trop stricte, nous, on va avoir envie de partir à l'étranger parce que ce sera plus intéressant pour nous d'un point de vue business. Et donc tout ça se joue à la fois en coulisses, mais aussi sur le plan de la communication. Et là, ce qu'on a vu cette semaine, c'est par exemple Coinbase, donc la plateforme d'échange américaine qui est cotée en bourse, relayer une étude d'Electric Capital qui disait il y a 1 million d'emplois aux États-Unis qui sont menacés si le secteur du Web3 part à l'étranger. Et donc là, le secteur crypto américain commence à avancer des chiffres. Il voit d'ailleurs que depuis 6 ans, sa proportion dans le Web3 au niveau mondial a diminué, est passé de 40% à moins de 30% aujourd'hui. Et donc il y a un vrai affolement des acteurs. On commence à voir des plateformes comme Coinbase qui disent nous, on envisage de regarder ce qui se passe en Australie. On a vu des tweets justement assez favorables à l'Australie cette semaine. On voit la plateforme des frères Winklevoss, Gemini, qui envisage là aussi de s'internationaliser en proposant des produits dérivés à des clients internationaux. Donc on voit plein de dynamiques des plateformes qui se disent peut-être que les États-Unis ne sont pas si intéressants que ça. Alors elles n'ont pas encore sauté le pas pour complètement s'installer à l'étranger, mais ça commence à être une menace qu'elles font peser sur le régulateur pour avoir une réglementation plus souple. Thibaut, un commentaire par rapport à ce qui vient d'être dit. C'est vrai que ça pourrait faire un petit peu pas de l'optimisation, mais c'est un petit peu le scénario qu'on peut voir parfois par rapport à la fiscalité, où certains pays, certaines entreprises pourraient dire si c'est comme ça, on va aller ailleurs. De toute manière, c'est un jeu qui se joue dans beaucoup de zones géographiques aujourd'hui. Les acteurs regardent un petit peu leurs options, savent qu'ils sont dans une situation un petit peu plus de force qu'ils l'ont été à un moment donné, que le secteur commence à peser. Donc ils étudient toutes les options et c'est une bataille qui est légitime. Alors, on est sur un marché qui est international en fait. Par nature, ce sont des outils numériques qui sont accessibles partout dans le monde. Donc forcément, il y a une compétition internationale qui est très forte. Et ça sera à suivre, bien sûr, cette compétition. Un mot de la Chine, qui a également une place un petit peu, qui essaye de se faire une place, avec notamment, Thibaut, vous avez repéré un article intéressant dans le FT qui consacre une page sur les liens entre Binance et la Chine. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, décidément, semaine très mouvementée pour Binance. Donc, c'est une enquête. Alors, en théorie, pour recontextualiser, Binance a quitté la Chine en 2017, au moment où le gouvernement chinois commençait à avoir une politique plutôt hostile envers les cryptos. Et je dis en théorie parce que, selon cette enquête du Financial Times, Binance aurait continué à avoir des activités sur le territoire chinois, activités qui ont été assez dissimulées volontairement, où on a apparemment des textes qui montrent CZ et certains hauts fonctionnaires qui voulaient cacher leur présence en Chine et aussi leur lien avec le gouvernement. Donc naturellement, dans toute cette spirale en ce moment, ça fait pas aspect beau ménage. Mais encore une fois, Binance a démenti les propos. Donc pour l'instant, on est qu'au stade des accusations. Le lien, il est tout trouvé, Claire, avec une autre actualité cette semaine. C'est le fait que les États-Unis accusent également SBF, c'est le patron de l'ancienne plateforme, l'ex-patron, oui, sur FTX, oui. Des histoires de pots de vin avec la Chine. Exactement. Alors, il est accusé, je vais citer, de conspiration en vue de violer les dispositions anticorruption de la loi sur les pratiques de corruption à l'étranger. En gros, il est accusé de corruption à l'étranger et plus particulièrement d'avoir versé des pots de vin à des fonctionnaires chinois. Alors pourquoi il a versé ces pots de vin ? En fait, il avait, Alameda Research, sa société, avait $1 milliard bloqués sur des plateformes d'échange chinoises. Et donc SBF a essayé pendant un certain temps de débloquer la situation en ayant des avocats, en contactant les plateformes d'échange en question, mais impossible de débloquer ces fonds. Et donc finalement, il a pu les récupérer en corrompant des personnes des pouvoirs publics chinois et en versant, le chiffre qui est avancé, c'est $40 millions. Donc c'est quand même une somme importante. Et ce chef d'accusation vient s'ajouter à la liste de la dizaine d'autres chefs d'accusation. On rappelle qu'il risque aujourd'hui, je crois que c'est entre 100 et 200 ans de prison aux États-Unis. Donc vous me direz, ça n'en fait qu'un de plus, mais c'est vrai que celui-ci est un symbole fort
parce qu'on est dans une guerre économique aujourd'hui des États-Unis avec la Chine. Et donc la corruption à l'étranger qui vient s'ajouter à cette liste, ça rajoute du discrédit à SBF, qui, je le rappelle, a plaidé non coupable pour l'ensemble des chefs d'accusation à ce jour. Ouais, ça, c'est une histoire SBF qui avait éclaté en fin d'année 2022, dont on parlait beaucoup moins là depuis le début de l'année. Et puis Thibault, ça revient un petit peu sur les devants de la scène là aujourd'hui, cette histoire. Oui, ça revient et c'est pas encore terminé, hein, puisque le procès est encore en cours, donc on risque d'en entendre encore parler et on n'a pas encore eu non plus tous les déboires de l'affaire FTX, puisqu'en plus le marché a remonté, donc il y a certaines sociétés qui s'en sortent peut-être un petit peu mieux aujourd'hui, mais qui reviendront. Donc non, le feuilleton est loin d'être terminé. Bon, on est toujours avec nos deux invités, donc Claire Balva, je rappelle que vous êtes consultante indépendante crypto et Web3, Thibault Boutroux, chef des opérations de Meria, et puis un mot également ce qui se passe sur la loi qui est en train d'être passée, hein, pour l'instant c'est pas encore fait, sur les influenceurs, hein, ça fait beaucoup l'actualité ces derniers jours, avec notamment le lien avec les influenceurs et la promotion des crypto-monnaies. Ça bouge un petit peu là, Thibault. Il y a que certains articles qui ont été modifiés dans cette proposition de loi. Ça bouge un petit peu. On a une nouvelle majeure qui est que l'Assemblée a voté l'interdiction pour le secteur crypto francophone d'avoir recours aux influenceurs pour leurs opérations de communication. Alors ça englobe les PSAN enregistrés et les PSAN non enregistrés. Uniquement les PSAN agréés pourront avoir recours à ce type de canaux pour leur communication, ce qui représente actuellement exactement 0 entreprise. Donc on peut parler d'une interdiction qui est totale et qui est stricte. Il faut quand même prendre du recul par rapport à ça, puisque le texte n'est pas définitif. Il doit encore être débattu au Sénat et on a bon espoir qu'il soit modifié. Si c'est le cas, il passera en commission mixte paritaire. Donc on a encore quelques semaines de discussion. Les acteurs se mobilisent là en coulisses pour faire encore valoir leurs droits. Le vote, il intervient quand même avec une issue un petit peu surprise pour nous, dans le sens où il n'est pas vraiment... il dénote une certaine incompréhension par rapport au discours qui est tenu par les députés. On a encore eu un space Twitter lundi auquel Owen, qui est habituellement sur ce plateau, participait avec Grégory Raymond, et les députés étaient plutôt favorables à l'élargissement du texte, et finalement le vote n'en ressort pas dans ce sens-là. Donc voilà, encore une grande bataille à mener en coulisses. On s'active, c'est pas terminé, mais il va falloir vraiment bouger, parce que c'est un poids important, je pense, pour l'éducation des Français sur le sujet, qui pourrait être mis en cause. Mais après, c'est un petit peu comme le débat que vous teniez il y a 5-10 minutes avec la CFTC, c'est-à-dire que c'est des histoires de réglementation et que si cette loi est trop ferme, on va avoir certains influenceurs qui vont partir de la France et puis au final, ça sera un nouveau vide juridique. C'est ça. Alors c'est un petit peu différent dans le sens où sur le fond, cette loi, elle est parfaitement légitime et nécessaire, puisqu'il y a beaucoup d'abus sur le sujet, et donc il faut poser un cadre et il faut le faire maintenant. Par contre, effectivement, s'il est posé de cette manière-là, je pense que l'effet escompté sera même le contraire de ce qu'on veut, de l'objectif qui est fixé au départ. Claire Balva, comment vous voyez aujourd'hui ce débat sur la réglementation des influenceurs et donc in fine sur les influenceurs crypto? C'est un sujet très complexe, parce qu'effectivement, donc ça fait 6 ans, 7 ans que je suis dans la crypto maintenant. C'est vrai que j'ai vu beaucoup d'abus, beaucoup d'influenceurs qui promeuvent des produits sans préciser que c'est de la promotion déguisée. Donc il y a effectivement une nécessité de réglementation importante là-dessus, pas que sur la crypto d'ailleurs, évidemment. Mais la question que ça pose, je pense, c'est celle du modèle économique aussi de tous ces métiers qui produisent du contenu pédagogique. Donc ça inclut les influenceurs, mais ça inclut aussi certains médias, par exemple, qui vont écrire ce qu'on appelait des publi-reportages, donc en fait des articles sponsorisés, qui aujourd'hui, pour la plupart, précisent bien que ces articles sont sponsorisés, où il y a des liens d'affiliation. Et cette loi, en fait, elle porte un coup aussi important à tous ces médias-là, qui aujourd'hui sont une source d'information importante pour le secteur, et surtout une source d'information francophone importante. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de médias anglophones, mais quand vous parlez pas très bien anglais, vous êtes quand même content de trouver de l'information en français. Et je trouve que ce serait important que les médias, que les influenceurs qui font bien leur travail puissent continuer à exercer correctement. Donc c'est toujours pareil, c'est une question de proportion et de bonnes mesures à trouver. Ça, c'est ce qui se passe concernant les influenceurs. Il y a également un autre texte qui se prépare concernant les jeux. Le fait de jouer
avec, au lieu de payer avec sa carte bleue, etc., payer avec des cryptos. Hein. Ça, c'est ce qui est en train de se profiler. Et ça aussi, ça peut changer la donne. C'est ça. Alors, en fait, ce dont on parle, en l'occurrence, c'est principalement d'un jeu qui s'appelle Sorare, qui est une des 2 licornes françaises sur le sujet. Et donc, Sorare, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu où vous collectionnez des cartes qui représentent des footballeurs, qui sont en nombre limité, que vous achetez, vous constituez votre équipe, et puis vous gagnez des récompenses, alors des crypto-monnaies ou d'autres cartes. Et donc, Sorare, aujourd'hui, est assez emblématique de ces jeux crypto, qui utilisent souvent des NFT, donc des jetons non fongibles. Alors, c'est pas la seule entreprise là-dessus. On a vu que PMU, par exemple, avait lancé aussi son initiative Stables, qui ressemble à Sorare, mais pour le coup avec des chevaux, dans le métier du PMU. Mais évidemment, la question qui se pose aujourd'hui, c'est que ces jeux, ils sont quand même à l'intersection de la collection, du jeu, du gaming et du pari sportif. Et donc forcément, qui dit pari sportif, dit autorité nationale du jeu, dit réglementation. Et donc l'ANJ, l'autorité nationale des jeux, s'est penchée sur toutes ces questions et avait entamé des discussions avec Sorare principalement, et avait demandé à Sorare un certain nombre de modifications pour, respecter un minimum la réglementation du secteur, sans pour autant être agréé comme le sont des acteurs comme la Française des Jeux. Et la deadline, la date limite pour respecter ce qu'avait demandé l'ANJ était en l'occurrence aujourd'hui. Et donc forcément, il y avait une grande attente, non seulement des utilisateurs de Sorare, mais plus largement de tout le secteur, pour voir ce qui allait être fait sur Sorare et quelle allait être la réaction de l'ANJ et des régulateurs. On sent aujourd'hui que finalement ce qu'a fait Sorare n'est pas complètement aligné avec ce qu'avait demandé l'ANJ. Et donc ce qui est sorti cette semaine dans un article des Échos, c'est un projet de régulation qui vient du gouvernement, plus précisément du ministère de la Transition numérique, et qui vise à créer un nouveau régime spécifique à ces jeux, qu'ils appellent Jaune, J-O-N-E, pour jeux avec des objets numériques. Et donc ce projet crée vraiment un nouveau régime. Donc là, vous n'auriez pas d'agrément nécessaire, mais une simple déclaration préalable avec quand même un certain nombre d'exigences de souveraineté pour avoir des éléments de votre système d'information, par exemple, en France. Et ce que je trouve intéressant ici, finalement, c'est qu'on a quand même une sorte de triple rapport de force entre les acteurs économiques comme Sorare, le gouvernement qui a envie que ces acteurs économiques continuent à exister, à proposer des emplois, et puis les administrations, en l'occurrence l'ANJ, qui avait une politique un peu plus stricte et qui avait peut-être envie de, là aussi, faire rentrer Sorare dans les régimes classiques des jeux d'argent. Et donc ça va être très intéressant de suivre tout ça pour voir si cette réglementation voit effectivement le jour. Est-ce que ça pourrait être un game changer pour Sorare ? Est-ce que ça pourrait aujourd'hui changer un petit peu leur modèle économique? Comment ça pourrait se traduire si aujourd'hui ça passe? Bien sûr, il y a des conséquences assez lourdes sur Sorare. Alors typiquement, ce type de réglementation pourrait inclure un paiement de la TVA sur les NFT, donc de 20%, donc qui serait quand même un élément important dans le modèle économique. Mais surtout, il y a une grande incertitude aujourd'hui parce que s'il n'y a pas de réglementation ad hoc, la vraie question, c'est est-ce que Sorare va être réglementé comme un jeu d'argent auprès de l'ANJ ? Est-ce que l'ANJ va essayer de faire fermer le site de Sorare ? Enfin, il y a quand même des questions assez lourdes qui se posent pour ce type d'acteurs, bien sûr. Thibaut, un commentaire peut-être sur tout ce qui se passe, sur la réglementation par rapport au jeu? C'est toujours très compliqué parce qu'on est sur des modèles qui sont nouveaux et qui ne rentrent pas forcément dans les cases traditionnelles. Donc quand on essaye de le faire rentrer, forcément il y a un moment donné où ça coince. Donc là je trouve que cette initiative elle est intéressante d'essayer de mettre en place un nouveau régime, à voir la manière que ça prend. Mais effectivement on a une manifestation du gouvernement qui est plutôt positive et qui veut garder les acteurs sur le territoire. Les acteurs qui veulent aussi rester, donc ce serait dommage de ne pas réussir à trouver un petit peu l'entre-deux. Il nous reste un peu moins de 5 minutes quand même pour parler de l'actualité des entreprises en dehors de Sorare dans l'écosystème crypto, avec notamment Ledger, que l'on parle, dont l'on parle plutôt régulièrement sur cette antenne, licorne française qui est spécialisée dans les wallets et qui a annoncé une levée de fonds de 100 millions, une nouvelle. C'est ça, on va pouvoir finir sur une bonne note. Sorare qui donc dans le cadre de leur Ledger, j'ai dit Sorare, pardon. Donc Ledger qui annonce une levée de fonds de 100 millions dans la continuité de leur série C, ce qui fait une série C à un peu moins d'un demi-milliard. Ledger fait partie des grands gagnants de cette année 2022 tumultueuse, puisque on a eu beaucoup d'événements qui ont prouvé l'intérêt d'avoir ses clés et d'avoir son propre portefeuille. Donc ils ont le vent en poupe depuis quelques mois, et finalement c'est la traduction de ça pour accélérer encore un petit peu plus et aller encore chercher de nouveaux marchés et renforcer leur place de numéro 1, puisque aujourd'hui sur leur secteur Ledger est numéro 1 et c'est un Français, donc
Cocorico pour Ledger. Claire, un dernier mot peut-être un commentaire sur Ledger. C'est vrai que c'est intéressant quand même parce qu'ils sont partis de rien et puis ils se sont fait une place dans un pays. Je ne sais pas comment on peut qualifier la France dans l'écosystème crypto-monnaie, mais c'est pas non plus le numéro 1 mondial, la France des cryptos, quoi. C'est un acteur évidemment important de par son poids économique dans le secteur, mais c'est surtout un acteur qui commence à être un ancien presque dans ce secteur-là. Et alors pour connaître un peu l'histoire de Ledger, c'est vrai qu'au début c'était pas évident d'être un acteur dans les crypto-monnaies. Déjà parce que tout ce qui est self-custody, donc l'autoconservation de ces clés privées, c'est quand même compliqué à comprendre quand on démarre dans la crypto. Donc vous imaginez en 2016-2017 ce que c'était de proposer ce type de service. Et c'est vrai que Ledger au début a eu un certain nombre de difficultés, comme beaucoup d'acteurs. Ils se sont fait fermer des comptes en banque, etc. Et donc c'est un beau succès qu'on voit aujourd'hui, qui représente la France finalement à l'étranger au niveau de ce secteur. Et c'est aussi une activité qui est précieuse pour notre souveraineté. Le fait d'avoir un acteur comme ça qui est en France et qui propose ses produits aux Français, mais qui aussi les exporte. Il nous reste un peu moins de 2 minutes, Claire, pour quand même parler un petit peu d'art avec des œuvres tokenisées de Andy Warhol qui vont être vendues, mais pas sous forme de NFT. C'est ça un petit peu la particularité de cette vente, c'est ça, hein? C'est ça. Alors c'est un mécanisme intéressant, alors qui a été pensé depuis des années, bien sûr, par plein d'acteurs, mais c'est intéressant de le voir se concrétiser ici. En fait, ce qui se passe, c'est que les personnes derrière ce projet ont créé des sociétés qui détiennent pour chacune un seul actif, donc une œuvre d'art, et ont créé des jetons qui représentent des parts de ces sociétés. Et donc de cette manière-là, vous pouvez faire de l'art fractionné et permettre à chacun d'investir une somme plus petite, je dirais, dans une œuvre d'art, sans pour autant acheter l'œuvre d'art en entier. Et donc ces jetons, ce ne sont pas des NFT, ce sont des jetons classiques, des tokens, probablement des ERC20 qui circulent sur la blockchain Ethereum. Et donc vous pouvez acheter ces jetons et donc acheter indirectement une petite part d'une œuvre. En l'occurrence, c'est des œuvres d'Andy Warhol. Et donc c'est un mécanisme intéressant parce que ça apporte, je dirais, de la liquidité sur le marché de l'art en permettant à des petits porteurs d'investir de manière rapide et puis derrière de pouvoir recréer des marchés secondaires facilement. Et si on devait comparer ce mécanisme au mécanisme des NFT, ça changerait quoi aujourd'hui s'ils avaient décidé de aujourd'hui vendre cette œuvre mais sous forme de NFT? En fait, un NFT, c'est vraiment un jeton qui est unique. Donc souvent, ce qui se passe dans le milieu de l'art, d'ailleurs, c'est que vous avez des jetons uniques qui vont représenter une œuvre d'art dans son entièreté ou qui vont, je dirais, être un lien vers une œuvre d'art numérique en tant que telle. Là, c'est un peu différent. C'est vraiment des jetons qui ont une valeur juridique. D'ailleurs, ce projet a dû être enregistré auprès de la SEC, forcément. Donc, c'est vraiment un mécanisme complètement différent. Et là, en l'occurrence, des NFT, ça n'aurait pas été très pertinent parce que finalement, l'ensemble des parts d'une entreprise, quand vous divisez votre capital en 100 parts, chaque part vaut la même chose que la part d'après. Donc ça n'avait pas tellement de sens de faire des jetons uniques, on pouvait très bien faire des jetons classiques. Et ça, c'est un mécanisme qui se fait pas souvent, c'est ça? Alors ça se fait pas souvent pour une raison simple, c'est que quand vous créez un jeton qui est une part de société, vous êtes régulé. Donc vous avez forcément des actions à mener auprès des régulateurs, ce qui rend les projets toujours un peu plus longs, un peu plus compliqués. Merci beaucoup Claire Balva de nous avoir accompagnés sur ce sujet, puis sur tous les autres que vous pouvez bien sûr retrouver dans les prochaines minutes sur le replay de BFM Crypto. C'est bientôt la fin de cette émission, mais on est ensemble en direct jusqu'à 18h sur BFM Bourse. Je rappelle le nom de nos invités: Claire Balva, consultante indépendante crypto et Web3. Et puis on était également avec Thibaut Boutroux, chef des opérations de Meria, qui nous accompagne aujourd'hui. Merci d'avoir fait le déplacement afin de faire un petit débrief sur l'actualité des cryptos et de tout le secteur sur l'actualité donc de ces derniers jours. Quasiment 17h, on se retrouve dans un instant. Ça sera le club sur BFM Business. Après les cryptos, on va reparler de bourse avec un CAC 40 qui se porte très bien aujourd'hui. C'est la dernière séance du mois, dernière séance du trimestre. Un indice qui est proche de ses records historiques. Allez, on est à moins de 80 points, 7339. C'est une hausse de plus d'1%. On est au plus haut du jour. Ça se passe bien également aux États-Unis avec donc une inflation qui est ressortie meilleure qu'attendue le mois dernier. Donc ça participe à la bonne tenue des marchés actions aujourd'hui. Et donc Wall Street qui est bien orienté avec 3 indices américains qui gagnent entre 0,5 et 0,8%.